Le foie, c'est un organe qui s'exprime très très peu. Ouais. En français médical, on dit qu'il est asymptomatique. Oui. Donc, on n'a pratiquement aucun moyen de De savoir. spontanément, sans aller faire une prise de sang, qu'on est malade du foie. Donc, moi, ça me fait doucement rire quand j'entends nos compatriotes dire « Oui, je digère mal, c'est mon foie qui est malade. » Un peu. Rigobert Song qui dit « Quand vous savez que vous êtes en danger, vous êtes bien. Ou en danger. Quand vous ne savez pas que vous êtes porteur, Vous êtes vous ne en savez danger. pas si vous faites une hépatite chronique, vous ne savez pas si vous êtes à risque de faire une hépatite chronique, vous êtes en danger. Mais quand vous connaissez votre situation, vous savez à ce moment-là qu'il faut aller vous faire suivre. Les couples sérodiscordants concernant le virus de l'hépatite B, c'est extrêmement fréquent. J'en ai encore reçu un cette semaine. Ah. Et on est mardi. Ok, cette semaine. Donc, Et ça qu'est-ce que tu as commence à fait? créer des situations un peu conflictuelles où le partenaire positif est soupçonné d'infidélité par l'autre. Parce que l'autre se dit, c'est sûr que l'autre a chopé la maladie très récemment et qu'il n'a pas encore eu le temps de me contaminer, etc. Non, vous avez déjà été contaminé. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'hépatite B. Pourquoi tant de personnes vivent-elles avec le virus sans le savoir? Pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui le docteur Karel Aboué, hépatogastro-entérologue. Alors dis-moi docteur, pourquoi l'hépatogastro-entérologie? Pardon, je vais y arriver. Pourquoi avoir choisi cette spécialité avec un nom aussi long et compliqué? Et qu'est-ce que c'est en fait? Dis-nous. L'hépatogastro-entérologie, on réfléchit sous certains sujets à changer le nom. Oui, Parce que allez-y, c'est long. même pour les médecins, c'est compliqué à dire. Hépato, foie, gastro, l'estomac, entérologie. Donc, globalement, Les on intestins, s'occupe ouais. Oui, c'est ça, l'intestin. Donc, on s'occupe globalement du système digestif, Ok. incluant le tube, Mhm. donc tous les organes creux qui vont être traversés par la nourriture, puis par les selles, Oui, de l'œsophage à l'anus. ok. Et on s'occupe également des glandes digestives et de leur voie d'excrétion. Les glandes qui, je le rappelle pour les auditeurs, qui vont aider au fonctionnement, pour le dire plus simplement, de ce tube-là. Il y a le tube qui est un peu le côté, on va dire, machine mécanique. Exactement. Et il y a les glandes qui vont produire des hormones, des enzymes, pardon, qui vont produire des enzymes qui vont aider justement ce tube digestif à accomplir ses fonctions. Exactement. Donc, c'est extrêmement diversifié. Je précise qu'on a une spécialité non chirurgicale. D'accord. Donc, on est le corollaire médical pur des chirurgiens digestifs. Ok. Par exemple, une appendicite, ce n'est pas le gastro-entérologue qui va traiter. Une hépatite, ce n'est pas le chirurgien digestif qui va traiter. D'accord. Ok, ben, parfait, on a très bien compris. Et on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Ah non, on a oublié. Pourquoi toi, tu as choisi justement cette spécialité? Moi, j'ai choisi ça parce que d'abord, c'est extrêmement diversifié. Ouais. Toutes les spécialités médicales sont très larges, mais autant on peut recevoir un reflux, la minute d'après une maladie hémorroïdaire, quelques minutes après une hépatite, etc., une constipation, Oui, parce etc. qu'il y a plusieurs C'est organes en très, fait. très Ouais. diversifié. Et il y a aussi beaucoup d'oncologie digestive, donc de cancérologie. cancer. Et puis, il y a de l'endoscopie, Oui. qui est la partie acte. Donc, je tenais à faire une spécialité Avec qui des contient actes. des actes. Et on rappelle quand même que l'endoscopie, c'est une caméra en fait qu'on va mettre dans la bouche ou dans l'anus. On passe par le haut ou par le bas, ça dépend de ce qu'on essaie de voir. Là, maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, qui est l'hépatite B. Mais avant ça, on va essayer de clarifier un peu. Quand on dit hépatite, quand on par hépatite, en fait? Alors, hépato-it. Hépato, c'est le foie. Oui. It, ce sont les inflammations. Les inflammations, en français simple, c'est des phénomènes d'agression-réaction d'une partie du corps, quelle qu'elle soit. Oui. Donc, si c'est l'appendice, par exemple, on va dire appendicite. Oui. Donc, les hépatites, ce sont des inflammations du foie. Ok. Et on va classer les hépatites selon deux choses. Soit le temps que met le phénomène. Si c'est un temps relativement court, en général, c'est moins de 6 mois, on va dire hépatite aiguë. Ok. Et si c'est un temps long, chronique, le temps, hépatite chronique. Au-delà de 6 mois. Au-delà de 6 mois. Ok. La deuxième chose sur laquelle on va classer les hépatites,
c'est la cause de l'hépatite. D'accord. Donc, soit on peut avoir des hépatites alcooliques, des hépatites toxiques, médicamenteuses, etc., Comme avec le infectieuses. paracétamol, classiquement, on a cette toxicité-là. Exactement. Oui, ok. Exactement. Donc, dans le grand groupe des hépatites, on s'est rendu compte avec le temps qu'il y a des virus qui provoquent des hépatites et qui vont, une fois rentrés dans le corps, vont se mettre soit exclusivement, soit presque exclusivement dans le foie. Mhm. On dit qu'ils ont un hépatotropisme dominant ou exclusif. Oui, Et donc, on les a appelés les virus des hépatites. Et on très les a bien. classés par ordre alphabétique. A, B, C, D, E. Super, simple. C'est tout. D'accord. Et nous, aujourd'hui, on a choisi particulièrement de parler de l'hépatite B. C'est quoi, en fait, l'hépatite B et pourquoi on en parle autant? On en parle beaucoup parce que, comme j'ai dit, il y a 5 virus des hépatites. Donc, une hépatite aiguë, le grand danger, c'est que le foie soit détruit massivement et dans un temps très court. Mais ça n'arrive pas très souvent. D'accord. En tout cas, ça n'arrive pas très souvent avec les virus. Le grand risque, c'est qu'il y a un phénomène d'inflammation qui dure longtemps, très longtemps, et que le foie ait tendance à se régénérer à chaque fois. À un moment, il finit par se fatiguer de se régénérer et qui commence à se cicatriser. En français médical, on va appeler ça de la fibrose. Et l'accumulation excessive de fibrose, ça donne ce qu'on appelle la cirrhose. Et ça fait le lit du cancer. Ok. Donc, de tous les virus de l'hépatite B, C et D sont ceux qui donnent principalement, je précise, des hépatites chroniques. D'accord. Donc, le virus de l'hépatite B, c'est à peu près le tiers de l'humanité qui a déjà été infecté. Au moins Donc, une fois dans sa vie. Au moins une fois dans sa vie. Là, sur tu ce as contracté, podcast, oui. on est 2. La troisième personne qui nous manque a déjà été... Donc, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. Non, Donc, ouais. Ok. mais sur ces 2 millions, Oui. à peu près 90% sont déjà guéris. Il Ok. reste à peu près 300 millions 2 milliards, pardon. Il y a à peu près 300 millions de personnes qui vivent avec le virus de l'hépatite B, Mhm. dont 25% vont faire une Donc, le hépatite quart. chronique Ouais. avec les complications, cirrhose, cancer du foie, Mhm. et on meurt de ça. Ok. Deuxième problème, c'est que dans les pays en développement, Comme le nôtre, le Bénin. on a une charge plus importante parce qu'on est des pays à forte endémicité. Ouais. On est en général plus de 8% globalement sur les pays à forte endémicité. Au Bénin, on tourne entre 6 et 10% à peu près Ouais, on selon est les dedans, ouais. populations. Et donc, c'est un problème très important. Ok. Donc, tu parlais du fait que la plupart des gens, en tout cas beaucoup de personnes, entraient en contact avec le virus, Oui. contractaient le virus et spontanément, ils guérissaient. Oui. Et il y a une petite proportion, donc 10%, qui va porter chroniquement le virus, c'est-à-dire ne pas pouvoir l'éliminer de son corps. Et qu'est-ce qui explique cette différence entre le groupe qui élimine et le groupe qui n'élimine pas le virus? C'est l'immunité et c'est le principal facteur prédictif, ça va être l'âge. D'accord. Plus tôt on attrape le virus et plus il y aura de risques de passage à la chronicité. Globalement, une infection qui se fait à ou autour de l'accouchement, ça va être 90% de passage à la chronicité. Ok. D'où l'intérêt de vacciner les enfants. Oui, on va en reparler de la vaccination. Ok. Autour de 5 ans, on passe à peu près 50%. À Ok. l'âge adulte, on passe à 5%. 95% Des adultes qui chopent le virus, va en général l'éliminer, par voie ouais. sexuelle ou par voie sanguine, Mhm. vont l'éliminer spontanément. Très Donc, bien. c'est la réponse immunitaire qui va conditionner l'élimination du virus. Ok. Et quand on porte chroniquement le virus, ça veut dire qu'on peut l'avoir, on se promène, on ne sait pas si jamais on ne se dépiste pas. Alors, c'est pas vrai seulement pour le virus, c'est vrai pour pratiquement toutes les maladies du foie. Le foie, c'est un organe qui fait pas mal. qui s'exprime très, très peu. Ouais. En français médical, on dit qu'il est asymptomatique. Ouais. Donc, on n'a pratiquement aucun moyen de savoir spontanément, sans aller faire une prise de sang, qu'on est malade du foie. Donc, moi, ça me fait doucement rire quand j'entends nos compatriotes dire « Oui, je digère mal, c'est mon foie qui est malade. »
C'est- Oui. il faut aller se dépister. Ouais. En fait, le dépistage, c'est ça. C'est le fait de rechercher chez des gens qui n'ont pas de signes, Ouais. mais qui sont à risque d'avoir une maladie, cette maladie-là, pour qu'on puisse la traiter très précocement ou des signes avant-coureurs de la maladie. C'est ça Ok. ce qu'on appelle un dépistage. Par opposition à un diagnostic, quelqu'un qui a des signes et qui va Mhm. voir un médecin pour savoir si lui, il a la maladie effectivement ou pas. Voilà. D'accord. Donc, comme tu disais tout à l'heure, s'il y a un groupe de 3 amis qui est en train de marcher ensemble, un sur les trois potentiellement. A déjà été en contact Donc, avec le d'où virus. l'intérêt vraiment d'aller vous dépister, c'est très important. Il faut vraiment faire des check-up réguliers, surtout dans les pays comme les nôtres, où il vaut mieux prévenir que guérir. Moi, je le dis tout le temps, plus tôt on sait ce qu'on a, mieux on peut prendre en charge et plus on a de chances de s'en sortir. Exactement. Donc là, on va passer au mode de transmission. L'hépatite B, comment on chope ça en fait? 3 modes de transmission principalement, soit par voie sanguine, soit par voie sexuelle, soit de la mère à l'enfant. Ok. La transmission sanguine, c'est quand même assez bien contrôlé à l'hôpital parce que pratiquement tout le matériel hospitalier qui va être coupant, piquant ou tranchant va être à usage unique. Oui. Mais il reste quand même les mutilations génitales féminines, les excisions, les circoncisions, les scarifications, les tatouages qui sont faits dans des conditions qu'on ne maîtrise pas toujours, Mhm. les pédicures, manicures, Aïe. les perruques qui sont cousues, etc. Ouais, les aiguilles qui peuvent piquer, on ne sait pas toujours. D'où Voilà. un message peut-être à l'endroit des professionnels, parce que je vois de plus en plus de jeunes faire des piercings, faire des tatouages, et moi je ne Alors, juge pas. Moi, j'ai chacun pas. fait ce qu'il veut, Chacun fait ce qu'il veut, on n'a mais aucun juste problème avec ça faire personnellement. attention Justement, à je ça. parle à l'endroit vraiment des professionnels, pas forcément des personnes qui vont faire leur piercing ou tatouage ou leur perruque. C'est surtout les professionnels, vraiment de professionnaliser et de faire attention aux règles d'hygiène Exactement. et d'utiliser du matériel à usage unique, sinon stériliser, mais vraiment selon les normes requises pour ce type de matériel-là. Exactement. Donc, la transmission sexuelle ensuite, c'est les rapports sexuels non protégés. On oublie souvent que le virus de l'hépatite B, c'est une maladie sexuellement Sexuellement transmissible. transmissible. Et la transmission de la mère à l'enfant, comme je le disais, ça se fait autour de la période de la puerpéralité, de Oui, l'accouchement. accouchement, ouais. Au Bénin, il est obligatoire lorsqu'on est enceinte de faire un dépistage de l'hépatite B pendant Les le suivi, CPN et pendant les la examens, consultation oui, prénatale. prénataux, oui. Encore faut-il aller à l'hôpital. Ouais. Mm. Donc, c'est le grand challenge. Oui, donc avis aux papas et aux mamans, futurs parents, vraiment, les CPN, c'est vraiment indispensable et le coût est de plus en plus abordable. Et j'espère que ça va être totalement gratuit dans un avenir proche, mais vraiment, il faut préparer. Comme j'avais un maître qui disait que la grossesse n'est pas un accident et que donc ce n'est pas on n'est pas On est surpris. surpris. Et même si on est surpris, ça dure quand même 8-9 mois. On a quand même le temps de mettre un peu de côté pour faire les examens. Donc moi, je pense vraiment, j'encourage en tout cas vivement les futurs parents, les futures mamans à vraiment prendre le soin d'aller en CPN et de faire les examens de dépistage demandés. Exactement. Alors, on a parlé de la voie sanguine. Il y a aussi le volet que quand tu vas donner ton sang, tu as quand même pas mal d'examens qui sont faits. Et parmi ces examens-là, il y a le dépistage notamment de l'hépatite B. Donc, Moi, j'encourage mes proches de faire leur don de de sang. sang. D'abord, parce qu'on a besoin de beaucoup Les de banques sang. de sang, besoin de sang. On a besoin de sang pour des milliards de raisons. Et j'encourage les gens qui éventuellement ne veulent pas aller se faire dépister pour une raison ou pour une autre, quand ils font leur don de sang, d'aller après récupérer les résultats des tests qui sont faits. Oui, c'est vrai, Parce que beaucoup ne récupèrent pas. Beaucoup ne récupèrent pas et en fait, il suffit juste d'y aller et de dire bah, j'ai fait un don de sang tel jour, dans tel centre, je voudrais avoir mes résultats et vous saurez votre profil électrophorétique.
si vous êtes porteur du virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C, du VIH, etc. Il y a pas mal d'examens qui Donc, coûtent vraiment un bras quand même quand on compare au SMIC béninois qui sont faits gratuitement, on va dire. C'est subventionné, donc vous ne exactement. payez rien. Exactement. Mm. Et au bout du 10e don, vous avez droit à un bilan gratuit. Ça, beaucoup de gens ne savent pas. Il faut être donneur et Oui, pour le savoir. Donc, allez donner votre sang. Allez donner votre sang. Ça, c'est un petit message, un petit clin d'œil à mes amis de 1000% aussi, que j'encourage beaucoup dans leurs actions. Donc, n'hésitez pas, toutes les campagnes, vraiment foncez. Là, on va aborder les personnes qui doivent se faire dépister. Est-ce que à tout âge de la vie, on peut se faire dépister? Comment ça se passe et à quelle fréquence il faut le faire? On peut se dépister à tout âge. L'idéal serait qu'on vaccine tout le monde, que Oui. le dépistage soit suivi d'une vaccination. Le grand challenge, et j'en profite éventuellement pour parler d'une séance de formation médicale continue organisée très bientôt par la Société béninoise d'hépatogastro-entérologie le 25 juillet 2026 au Grand Amphi ISBA. OK. Donc, à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Oui. Exactement. Ça sera une matinée de 8h à 13h. Le grand challenge, c'est que dans le dépistage, nous, les professionnels, on ne met pas que l'antigène HBS. Là, je vais parler un peu technique. Oui, je t'en prie. Il Vas-y. y a un marqueur de maladie qui est l'antigène HBS. Il y a un marqueur de contact avec le virus qui est l'anticorps anti-HPC. Et il y a un marqueur d'immunisation contre le virus, que ce soit par guérison ou par vaccination, qui est l'anticorps anti-HBS. Quand on dépiste, il faut demander les trois. OK. Parce que c'est pas parce que la personne est négative qu'elle n'est pas protégée. Elle peut avoir fait une infection et être guérie de son infection, ou au contraire, même si c'est une situation pas fréquente, faire ce qu'on appelle une hépatite occulte, où de façon très simple, le virus se cache dans le foie, il n'est plus circulant, mais il continue à faire des dégâts dans le foie. OK. Et donc, il faut savoir quel est le profil exact du patient pour savoir quoi faire. Si le patient est naïf par rapport au virus, il n'a jamais été en contact avec, on le vaccine et c'est fini. Bye bye, au revoir. Il n'y a pas besoin de faire de suivi, il n'y a pas besoin de refaire ad vitam aeternam le dépistage. Parce qu'il est vacciné, il est protégé à vie. On est bon. S'il est porteur du virus, il a besoin d'un suivi. S'il a déjà été en contact avec le virus et qu'il est guéri, sauf dans certaines situations exceptionnelles, si éventuellement on lui met des médicaments qui diminuent son immunité et qui risquent de déclencher une réactivation virale, il est protégé également. Aussi. Parce que c'est une maladie immunisante. On ne peut pas faire l'infection 2 fois dans sa vie. C'est comme la varicelle, quoi. Exactement. Donc, il faut encourager le dépistage, mais il faut encourager un dépistage optimal pour qu'on puisse en finir avec ce fléau-là. D'accord. D'ici, je pense, une génération. Tu penses, t'es sûr de ça, toi? Alors, le Bénin a commencé à vacciner systématiquement ses enfants. Avec le programme élargi de vaccination? Oui, c'est inclus maintenant dans le programme. La première dose avant était faite avec les pentavalents. Donc, il y avait une fenêtre d'à peu près 1 mois et demi, 2 mois qu'on ratait. Et donc, les enfants avaient tendance à s'infecter pendant cette fenêtre-là. Maintenant, la première dose est donnée à la naissance avec le BCG et le vaccin contre la polio. Depuis à peu près 6 ans maintenant, je pense. Et donc, si, encore une fois, encore faudrait-il que tout le monde naisse à l'hôpital. Oui. Ou que même si on naisse pas à l'hôpital, on aille à l'ôpital pour bénéficier de ces vaccins. C'est gratuit, hein, je le rappelle, c'est gratuit, oui. Et que dans une génération, si 95-98% de nos jeunes frères, de nos enfants sont vaccinés, on pourra éradiquer cette maladie. Donc, encore une fois, un clin d'œil, message, vaccination, on vous encourage. C'est des vaccins qui sont sûrs. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je vous encourage vraiment. Ça, c'est des vaccins vraiment connus depuis longtemps, que des pays ont déjà expérimenté, ont éradiqué cette maladie. Nous aussi, il faut que nous puissions y arriver. Donc, n'hésitez pas à faire vacciner vos enfants. Ça va paraître un peu redondant, mais on a parlé du fait que l'hépatite B, elle est asymptomatique.
Est-ce que c'est le seul facteur qui fait que beaucoup de personnes sont ignorantes? Pourquoi il n'y a pas de campagne justement nationale de dépistage, par exemple, pour recruter un maximum de personnes porteuses et les prendre en charge efficacement? Je pense qu'il y a... Je pense qu'on en parle de plus en plus de mon point de vue. Alors, chacun prêche pour sa paroisse, hein. C'est normal que moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais de façon objective, le VIH dans notre pays, c'est moins de 2% de la population. Encore une fois, l'hépatite B, c'est entre 6 et 10% de la population selon les populations au sein desquelles les études sont faites. Donc, c'est au moins 3 fois plus Ouais, que le VIH, parfois 5 fois plus, au moins. Donc, je trouve qu'on n'en parle pas assez. ouais. Mais on en parle déjà beaucoup. Moi, je reçois pas beaucoup de patients aujourd'hui porteurs du virus de l'hépatite B qui n'en ont jamais entendu parler et qui n'ont jamais fait le dépistage. En OK. général, les gens ont fait le dépistage, mais ils ont pris des tisanes, ils ont pris des traitements, des phytothérapies, une fois, deux fois, ça n'a pas fonctionné. Et comme ce sont des maladies c'est une maladie asymptomatique, les gens se disent, bon, de toutes les façons, je n'ai pas de problème, donc ils ne viennent pas à l'hôpital. Et parfois, ils ont besoin d'un traitement et on les revoit malheureusement au moment où ils ont déjà une cirrhose ou un cancer du foie. Donc, moi, je pense qu'on n'en parle pas assez. On en parle déjà beaucoup. C'est bien les efforts qui sont faits pour le dépistage. Je pense qu'il faut faire d'autres efforts aussi pour surtout l'assurance universelle. Oui. C'est pas de ça dont on parle, mais je pense que On profite, hein, on profite, c'est un t'inquiète. peu partout. C'est un peu partout. C'est humain, hein. Oui. Même sous d'autres cieux, j'ai connu ce problème. Où Mm. vous voyez un patient, vous lui faites un bilan et vous lui dites, OK, aujourd'hui, là, vous savez ce qu'on appelle une infection chronique. Vous faites un portage inactif en ancien français médical. Donc, vous avez besoin d'une surveillance, mais pas de traitement. Donc, on se revoit l'année prochaine. Le patient disparaît. Oui, tu le Même, perds de vue, hein. en Ah tout cas, oui. moi, j'ai vu ça en France, par Eh exemple. oui. J'ai vu ça au Burkina Faso, pour les pays où j'ai travaillé. Donc, les patients sont perdus de vue et il faut vraiment parler de cet aspect-là aussi, encore que dans un pays où il y a une assurance universelle, le patient ne craint pas de revenir à l'hôpital du fait du coût, Du coup, ouais. du bilan. Il craint surtout de revenir à l'hôpital pour qu'on lui dise, bon, écoutez, il n'y a rien à faire pour le moment. Oui. Il vient pour rien selon lui, en fait. C'est Il a ça, perdu du temps. c'est ça. Alors qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas prédire à quel Il faut moment est-ce que surveiller, ouais. il va passer, il va basculer en hépatite et où il aura besoin de traitement. Donc, je pense que il faut qu'on parle de plusieurs aspects Ouais, et qu'il faut qu'on mette aussi en place des politiques nationales ouais. qui sont incitatives. Voilà. Mhm. Pour vraiment aussi expliquer l'importance de la surveillance dans ce type de maladie enfin, c'est un portage chronique, comme on l'a dit. Mais peut-être en expliquant aux gens pendant ce portage chronique, concrètement, qu'est-ce qui se passe en fait dans le corps, dans leur foie, entre le laps de temps où ça passe à la cirrhose qui est extrêmement grave et le moment où on a fait le dépistage, on a diagnostiqué l'hépatite. Entre les deux moments, qu'est-ce qui est en train de se produire? Peut-être ça peut inciter les gens. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Il faut. Le virus de l'hépatite B, son histoire naturelle au sein du corps va passer par plusieurs étapes qui ne sont pas forcément consécutives. Une fois qu'on a attrapé et contracté le virus, on va faire une hépatite aiguë qui va être OK. asymptomatique. Au bout de 6 mois, soit l'organisme réagit parfaitement bien, il identifie le virus et il l'élimine, on est guéri. Soit le corps ne va pas réagir assez et auquel cas le virus aura le temps de s'installer, on Mhm. va faire un portage inactif. Soit le corps va essayer de détruire le virus à tout prix, quitte à ce que le foie puisse devenir dommage collatéral. C'est ça. Donc OK. là, on va faire une hépatite chronique. Et donc, c'est l'hépatite chronique qui nécessite un traitement de façon simple. Il y a des patients qui, même s'ils sont en portage inactif, sont à très haut risque de faire une hépatite chronique. On ne va pas les laisser en surveillance et se dire, bon, le jour où ils feront une hépatite, on va les mettre sous traitement. Mm. On démarre le traitement immédiatement chez eux. OK. Mais ceux qui n'ont pas de facteur de risque et qui font un portage inactif, on va les laisser
sous surveillance. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, ces phases-là ne sont pas consécutives. Donc, à n'importe quel moment, le corps peut décider que, bon, voilà, il en a marre qu'il y ait le virus de l'hépatite B et essaye de le détruire. Et on peut faire comme ça des phases d'hépatite portage inactif, hépatite portage inactif pendant très longtemps. C'est pas fréquent de rester en hépatite chronique peut-être 10, 20, 30 ans. C'est à peu près, cette situation, elle n'est pas très, très fréquente. La situation qui est fréquente, c'est de faire des poussées d'hépatite comme ça. Donc, il faut qu'on puisse, pendant la surveillance, je vais dire, voir le malade au moment où il fait une hépatite pour pouvoir le mettre sous traitement. Ce qui nécessite un suivi. Et ce n'est pas un suivi qui est très rapproché non plus. On ne demande pas aux patients de venir nous voir toutes les semaines. Ouais. Globalement, au Bénin, c'est un portage inactif, c'est un suivi annuel. C'est un suivi annuel. Pour un patient qui fait une hépatite chronique, là, on va faire plutôt un suivi un peu plus rapproché au début, une fois qu'il est mis sous traitement, pour voir s'il supporte bien le traitement, etc., etc. Et ensuite, progressivement, on va espacer la surveillance. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on ne met pas tout le monde sous traitement. D'accord. On va justement aborder le traitement. Est-ce que l'hépatite B peut se guérir? Oui, l'hépatite B peut guérir, mais les traitements à l'heure actuelle ne permettent pas de guérir. Les traitements à l'heure actuelle permettent d'empêcher le virus de se multiplier. Donc, empêcher l'évolution, la progression. La progression de la maladie vers une cirrhose ou un cancer du foie. D'accord. Pour le moment. Qui doit recevoir ce traitement? Quelqu'un qui fait ou qui est à risque de faire une hépatite chronique. D'accord. C'est la principale indication. Okay. Mais quelqu'un, par exemple, qui fait une hépatite chronique, même s'il était en portage inactif, et qui fait une maladie, quelle qu'elle soit, qui fait qu'on doit lui mettre des médicaments qui diminuent son immunité, un cancer, une maladie de Crohn, etc., etc., on va le mettre systématiquement sous traitement pour protéger son foie. Quelqu'un qui a le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, le VIH et le virus de l'hépatite B, étant donné que certains traitements du virus de l'hépatite B marchent sur le VIH et inversement, on va traiter systématiquement les deux. Les deux, ok. Quelqu'un qui a une co-infection hépatite B, hépatite C, on aura tendance à traiter les deux. Ok. Quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool ou qui a ce qu'on appelle une stéatohépatite. Donc, du gras un peu autour du foie. Qui a tendance à créer une inflammation au niveau du foie, on aura tendance à le mettre sous traitement. Une femme enceinte qui a une charge virale très élevée, on va la mettre sous traitement, mais dans ce cas-là, c'est pour protéger l'enfant. Okay. Donc, il y a multiples indications, mais l'indication principale pour la plupart des gens, c'est est-ce que vous êtes à risque de faire une hépatite chronique ou est-ce que vous faites une hépatite chronique? Est-ce qu'il y a des signes sur la prise de sang, sur les fibroscans, sur l'échographie, que votre foie a déjà commencé à souffrir dans le temps? Si oui, on ne va pas attendre, on va vous mettre sous traitement et on va vous surveiller. Le traitement dans son état actuel, est-ce qu'il permet d'avoir une vie normale? Comment ça se passe ce traitement? C'est un comprimé par jour qui est très bien toléré, qui existe depuis des années, qui est subventionné par l'État béninois. Donc, il revient à combien en coût mensuel? Entre 5 000 et 10 000 à peu près, la boîte. Après, comme j'ai dit, il faut faire des prises de sang assez régulières au début, mais ce n'est pas des prises de sang non plus très, très chères. Hein. C'est phosphorémie, créatinémie, transat. Oui. Et puis, après, on va voir la charge virale, etc. Bref, le traitement, il est très bien toléré. Il est subventionné. Je crois qu'en Europe, il doit être entre 100 et 150 € la boîte. Quand même. Donc, il y a... il y a une énorme différence. Ça fait à peu près 100 000 francs par mois pour le traitement. C'est assez cher. 5 000, c'est vraiment 3 fois rien. C'est 10 fois moins cher, voire 20 fois moins cher. Donc, c'est accessible, on va dire. Mais on plaide quand même pour diminuer encore parce qu'on sait que même ce coût, c'est pas évident pour tout le monde. C'est un traitement de combien de temps?
Alors, c'est un traitement à longue durée. Mm. Théoriquement, Oui. en pratique, il est souvent à vie. Parce que la guérison peut survenir à tout moment, même lors des infections chroniques. Mhm. Mais la guérison, une fois qu'on est passé à la chronicité, devient rare. C'est à peu près 1 à 3% des patients. Donc, D'accord. en pratique, la plupart vont devoir rester sous traitement Traitement toute toute leur la vie. vie. Ok. Donc, c'est un peu comme le VIH, quoi. À peu près, c'est un peu... Un peu. Sauf que pour le VIH, maintenant, on traite tout le monde. Oui. Oui. Donc, pour l'hépatite B, on n'en est Oui, pas encore là. encore là. Ok, d'accord. Et c'est quoi, quels sont les objectifs? Tu parlais de prise de sang. Qu'est-ce qu'on regarde? À Le quoi on premier s'attend? objectif, lorsqu'on met un patient sous traitement, c'est de négativer la charge virale, D'accord. Qu'elles deviennent qu'elle indétectables. devienne indétectable. C'est le premier objectif. L'objectif optimal, c'est la guérison. Mais ça, on n'a pas vraiment d'effet Oui, dessus. oui. Si le patient guérit, on peut Tant arrêter le mieux. traitement. Il y a certains pays qui préfèrent continuer. Voilà. Les autres objectifs intermédiaires, on va dire, ou additionnels, si le patient a une fibrose, c'est-à-dire beaucoup de cicatrices dans le foie, ça va être éventuellement d'améliorer la fibrose, d'améliorer la qualité de vie du patient, ça va être de normaliser les transaminases, etc. Ce sont des objectifs qu'on rajoute et qui nous permettent de dire le traitement marche encore mieux chez un tel que chez Que tel chez autre. telle personne. Mais le but du traitement à la base, c'est de négativer la charge virale. Si le patient a une charge virale négative, indétectable, il n'aura plus à se défendre contre le virus. Et Et donc, moins de théoriquement, fibrose. voilà, il y aura moins d'inflammation, moins de phénomènes de nécrose, moins de fibrose, une vie améliorée, etc. Ok. Donc, la fibrose, elle est réversible, d'après ce que je comprends. Si on met la personne sous traitement, il peut régénérer son foie avec de nouvelles cellules ou... Plutôt la fibrose est détectée et plus elle est réversible. Une fibrose qui dure depuis 20 ans, c'est pas pareil qu'une fibrose qui dure depuis 5 ans, par exemple. Et c'est quoi, justement, les délais d'évolution? En combien de temps ça évolue et au bout de combien de temps c'est irrécupérable? Alors, globalement, en 2 décennies, on fait d'hépatite B, on fait une cirrhose ou un cancer, une cirrhose. Donc, un Globalement. enfant qui est né à 20 ans, 25 ans? Moi, j'ai déjà vu des cancers du foie à 15 ans. Waouh! Oui, sur hépatite B. Cancer du foie à Cancer. 15 ans. Cancer sur cirrhose à 15 ans. J'en ai vu. Et c'est pas une fois ou 2 fois. Waouh! Le cas le plus fréquent, c'est des patients qui ont dans la vingtaine, dans la trentaine. Donc, c'est quand même des adultes jeunes. Ok. Quand on rapporte, j'avais fait un petit calcul un peu morbide il y a quelques temps, le virus de l'hépatite B, c'est à peu près 1,8 million de morts par an dans le monde. Dans le monde, ouais. En supposant que c'est une mortalité homogène, quand on rapporte ça Au Bénin. au Bénin, c'est un peu comme s'il y avait un bus Topa Topa qui prenait feu à peu près une fois par semaine. Ah oui, quand même. Donc, Il décime vraiment, en fait. C'est un virus qui fait oui, énormément de mal, mais oui, on ne le sait pas, on ne le sent pas. on s'en rend pas C'est compte. vraiment dangereux. C'est vraiment un tueur silencieux, en fait. Exactement, Et exactement. il décime les jeunes parce que malheureusement, beaucoup d'enfants l'attrapent, en tout cas l'attrapaient. Aujourd'hui, on espère qu'avec la vaccination, il y a de moins en moins d'enfants. Mais pour les enfants des autres générations, il faut vraiment les C'est ça, encourager à se dépister et à prendre le traitement le plus tôt possible. c'est ça. Donc, le problème, c'est si un patient fait une hépatite pendant 2 ans, par exemple, et ensuite rémission, pas rémission, mais portage inactif pendant 1 an, c'est les phases d'hépatite qui vont, je vais dire, s'accumuler. Oui, Il faut dire aussi que un patient qui est porteur du virus de l'hépatite C, en plus du virus de l'hépatite, enfin, un patient qui a n'importe quelle autre maladie du foie, ça va évoluer beaucoup plus vite. Hépatite B, hépatite C, les deux combinés, on peut faire une cirrhose en 10 ans. au lieu de 20 ans, Au lieu quand de c'est 20 un ans, quand c'est seul un seul. virus. Ouais. Hépatite B, hépatite delta, D, en plus, pareil, ça évolue beaucoup plus vite. Pareil pour le VIH, et ainsi de suite. Donc, c'est aussi des facteurs qui se rajoutent. Et dans notre contexte, il y a 3 facteurs qui se rajoutent très fréquemment. Le Qui premier sont? facteur, c'est l'alcool. On boit trop.
Déjà, on ne devrait pas Tu vas pas boire. te faire des amis. Hein. Je suis pas là pour me faire des amis. Moi, je dis à mes patients, je suis votre médecin, je suis pas votre ami. C'est ça, Donc, c'est vrai. tu dois leur dire la vous me payez vérité. pour que je vous dise ce qu'il vous faut. Moi, personnellement, j'évite de boire. Pendant plusieurs années, le seul verre d'alcool que je m'autorisais par an, c'était la flûte de champagne à Du Noël, Nouvel An. au Nouvel An. Mais même pour mes proches, c'était difficile à accepter. Mm. Donc, Je on est dans confirme. une société Où il faut boire. où il faut boire, en fait. Ouais. C'est vraiment atroce. Là, on a l'alcool festif trop C'est ça, régulier. c'est ça. On est tout le temps en fête. Quand je demande aux patients, est-ce que vous buvez? Oui. Quand j'en ai envie, je dis oui, mais on peut en avoir envie 3 fois par jour. Par Ah jour? non, non, pas à ce point-là. Ok, d'accord. Mais on boit trop. Mais il y a cette mauvaise campagne, je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça, qu'un verre de rouge tous les soirs, c'était bon pour le cœur. C'est les Français qui disaient ça. Je ne sais pas, je Et ne veux pas faux. me faire C'est eux. des ennemis. C'est eux. Et c'est faux. Aujourd'hui, ils savent que c'est faux. Les gens sont revenus justement sur cette assertion. On a pu démontrer que c'était complètement faux. Et on parle de l'alcool pour l'hépatite, mais l'alcool, ça détruit en fait tout le système vasculaire, car le cœur et tous les autres vaisseaux avec. Et comme les organes sont vascularisés, le foie, il y a des vaisseaux. En fait, ça crée une inflammation chronique. C'est ça. Et c'est complètement décrié. Idéalement, il faudrait arrêter de boire, mais il y a des lobbies, tu sais, il y a des... On peut pas tuer non plus on veut pas tuer les entreprises. Nous, on s'en fout. C'est pas... Nous, on les aime bien, mais on préfère nos patients. Donc, nous, idéalement, on va dire à nos patients, vraiment, si vous pouvez, 0 alcool. Si vous ne pouvez pas, franchement, un verre par mois, moi, je vous autorise à y aller, mais vraiment pas plus, quoi. Mais... Moi, je fais pas de... C'est vrai qu'il y a les recommandations de l'OMS par rapport à la consommation d'alcool, les quantités à partir desquelles il y a un gros risque statistique. Mais moi, je fais de la médecine individuelle. OK. Donc, quand le patient vient me voir et qu'il est déjà porteur du virus de l'hépatite B, je ne vais pas lui dire, oui, je vous autorise un verre. Non, non, non. Non. Je Pour lui, ce sera vraiment... L'objectif, c'est le moins possible. OK. Le moins possible étant idéalement 0. D'accord. Maintenant, en termes de consommation d'alcool, c'est une danse que je mène avec lui, mais dont il est le principal décideur. Oui. Donc, s'il veut boire un litre de rhum ou un litre de Sobraja par... Je ne sais même pas ce que c'est, tu vois. Après, libre à lui. Et nous, en tant que médecin, effectivement, on va toujours recommander de ne pas boire. Déjà, de ne pas boire. C'est ça. Mais après, on comprend qu'on est dans une société et on fait avec les réalités sociétales. Donc, on ne veut pas non plus que nos patients nous mentent. On veut être dans une relation de confiance. Donc, on préfère qu'ils nous disent la vérité. C'est pour ça qu'on ne va jamais venir avec un ton accusateur, mais on va essayer d'accompagner. Beaucoup de gens, je profite pour faire une parenthèse, ont un trouble de l'usage de l'alcool, ce qu'on appelait avant alcoolisme, et ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils vont dire, parce que tu vois, il y a l'alcoolique qu'on décrit dans les films, le mec bourré qui tape sur tout, qui est incohérent, mais non. Il y a des gens qui ont l'alcool festif, il y a des gens qui ont l'alcool heureux. Il y a des gens qui ont l'alcool dans tous les sens et qui, malheureusement, ont un trouble de l'usage de l'alcool et ne s'en rendent pas compte. Et donc, à un moment donné, c'est de s'asseoir et de se dire, si aujourd'hui je décide de ne plus boire de verre, qu'est-ce que ça va me provoquer comme sensation? Est-ce que je vais vraiment être malheureux? Est-ce que ça va vraiment lever quelque chose de fondamental à ma vie? À partir de ces moments-là, il faut se demander, est-ce qu'on n'a pas un trouble de l'usage? Est-ce qu'on ne va pas peut-être se faire accompagner pour diminuer sa consommation, voire carrément arrêter sa consommation pour être bien, en fait? Beaucoup de gens aujourd'hui font des AVC, des infarctus, dans ce qu'on appelle crise cardiaque ou d'autres complications liées au vaisseau. Et ils se demandent, mais un jeune comme lui, mais quand tu vas enquêter, c'est un jeune qui consommait énormément, qui est un bon vivant, qui mange gras beaucoup, qui mélange beaucoup de facteurs et malheureusement, le cocktail, il n'est pas bon pour le corps. Le corps, il n'aime pas. C'est ça. Donc ça, c'est le premier facteur additionnel. Oui. Le deuxième facteur, c'est qu'on est sur le plan mondial, en train de faire une transition entre les maladies
l'épidémiologie des maladies infectieuses vers l'épidémiologie des maladies non contagieuses, Oui. non transmissibles. C'est MNT, ouais. Donc là, on est globalement sur un terrain d'insulinorésistance qui n'est pas forcément lié à notre mode de vie, mais que notre mode de vie contribue à empirer Ouais. en termes de prégnance dans la population. Mhm. Donc, hypertension, diabète, des problèmes de cholestérol, le surpoids, l'obésité, etc. La troisième chose, c'est la phytothérapie. Parce que On va encore se faire des amis. moi, ça me dérange pas, hein. En tout cas, ça n'engage que moi. Moi, je ne cherche pas à faire le mal. Pas du tout. Même Jésus ne l'a pas fait, donc vas-y. Donc, alors, moi, j'aime pas trop dire médecine traditionnelle. Je préfère parler de médecine africaine. Je trouve que c'est un peu méprisant de dire traditionnel parce que ça sous-entend que ces professionnels de santé aussi qui sont restés bloqués à l'âge des pierres et qu'ils n'ont jamais cherché à évoluer. Évoluer, ouais. Non, pas du tout. On les méprise C'est pas du juste tout, ouais. la médecine africaine par rapport à la médecine occidentale. La médecine occidentale a ceci de bien, malgré ses limites, que c'est une médecine basée sur les preuves. On fait de l'EBM, Evidence-Based Medicine. Ouais. Et quand on sort une molécule, un traitement, quel qu'il soit, il y a deux choses qu'on cherche à savoir. Surtout, est-ce que c'est au moins égal au meilleur traitement actuel pour la chose? Existant déjà. Existant déjà, sinon ça ne sert à Rien. de sortir une nouvelle molécule qui marche moins bien que celles qui sont disponibles. Et de l'autre côté, est-ce que c'est au moins moins toxique que les molécules qui existent déjà? Parce que si votre traitement marche bien et qu'un patient sur 3 meurt, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine non plus. Et ça, on ne fait pas assez de ces études-là chez nous. On sait que ça marche. Mais après, ce n'est pas parce que c'est bio que ce n'est pas toxique. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes patients, les vipères aussi sont naturelles. Donc, le venin de vipère n'est pas fait en laboratoire. C'est naturel, c'est bio. C'est bio. Mais c'est mortel. donc, il ne faut pas venir me dire, oui, mais telle tisane, c'est naturel, etc. Oui, d'accord, mais... Ouais, on ne connaît pas le degré de toxicité. On n'a pas... On ne sait pas si ça marche. On ne sait pas aussi. On ne sait pas si ça marche. C'est empirique. De manière empirique, on te dit ça marche, pourquoi pas. Mais il faut quand même aussi savoir jusqu'à quelle dose, combien de fois par jour, combien de fois par mois, parce qu'il y a des traitements. Il faut prendre une dose mensuelle. Tu ne vas pas t'amuser à prendre ce traitement-là tous les jours. Je veux dire, avec la médecine occidentale, la pharmacologie, tout ce qu'on nous a appris, il y a quand même des règles, en fait, dans les médicaments. On ne s'amuse pas à prescrire. Tu ne vas pas dire à un patient de prendre, je ne sais pas moi, 10 grammes de paracétamol par jour. Tu iras en prison. C'est ça. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que s'il fait son hépatite toxique, tu es bien dans la merde. Donc, par contre, la tisane, on ne sait pas c'est quoi la posologie. Et là encore, c'est empirique. On va te dire une tasse le matin, mais une tasse de combien de millilitres? On ne sait pas. Moi, c'est pas pour jeter l'opprobre sur nos collègues qui font de la médecine africaine. C'est juste pour lancer un plaidoyer pour qu'on organise un peu mieux les choses. Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, moi, je dis à mes patients, si par exemple une infusion de quinquilibre avec votre problème d'hépatite B, moi, je serais heureux. Parce qu'à la fin de la journée... Qu'est-ce qu'on veut? Moi, je n'ai pas le syndrome du sauveur. Hein. Non. Je ne cherche pas à ce que ce soit forcément moi qui règle votre problème. Le plus important pour moi, c'est que le problème soit réglé. Malheureusement, je ne fais pas de la médecine révélée. Ce n'est pas de la divination. Ça ne vient pas dans ma consultation. Donc, ce qui est important, c'est qu'on clarifie les choses. Complètement. Pour qu'on puisse régler ce problème-là et que si on peut avoir de l'aide de la part de la médecine africaine, on en serait heureux, pour régler notre problème, qu'on soit heureux. Et je lance aussi un plaidoyer à nos collègues qui ont étudié aussi la médecine occidentale et qui regardent parfois la médecine africaine avec mépris. C'est pas du charlatanisme. Hein. Complètement, pas du tout. C'est ce que nos ancêtres ont fait pendant des millénaires.
Ils s'en sont Ils sortis s'en plus sont ou moins, sortis. d'une certaine manière en tout cas. Donc, il faut qu'on puisse concilier les deux, Oui. quelque part. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup d'études, tu vois, pour qu'il y ait des articles, vraiment plus. Je sais qu'il y en a déjà, que dans certains pays, c'est pas mal développé, notamment au Ghana. J'avais vu un peu par là-bas, mais ça reste encore assez limité, tu vois, à notre sphère, à nous. C'est pas encore admis par toute la communauté scientifique et on sait quand même qu'il faut une certaine validation pour que tout le monde soit d'accord, pour que quand toi tu le fais, ça ne te conduise pas là où ça va Alors, te moi, je ne suis conduire. pas d'accord avec cet aspect. Ah oui, On dis-moi n'a ton rien à avis. prouver au reste de la communauté scientifique. Quand on dit la communauté scientifique, la communauté internationale, ce sont des choses qui ont l'air un peu abstraites comme Oui, ça. oui, comme on Et le en dit. fait, en pratique, c'est les Occidentaux. Oui, les Chinois, par exemple, ne suivent pas les normes de traitement de Mhm. l'OMS pour l'hépatite B. Ils ne suivent pas du tout. Ils ont décidé, eux, de traiter la plupart des gens pour rompre la chaîne de transmission. Donc, en Ok. plus de la vaccination très intensive, qui a été aussi aidée par la politique de l'enfant unique et du traitement, quand on suit les normes de l'OMS, il y a à peu près 25% des gens qu'on va mettre sous traitement. Les Chinois traitent pratiquement 80% des gens. Résultat, en une génération, ils Ils ont sont passés de éliminé. près de 9% à, je crois, là, de moins de 1% actuellement. Donc, Alors qu'ils on sont n'a rien à un prouver. milliard et quelques. Oui. Donc, nous, je pense qu'on n'a rien à prouver à personne. On fait nos études. Si c'est bon, ça va être, ça va être ventilé dans le reste du monde. On commence par nous-mêmes Complètement, ouais, tu as et raison. éventuellement on touche nos voisins. Si par exemple on trouve une solution, c'est pas le thème, si on trouve une solution pour la drépanocytose, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on en a à faire que ça marche pour les Oui, Français. Les Français ont réglé ce problème. oui. Donc, si pareil pour la tuberculose, etc., mais nous, ça va nous arranger. Oui, parce que nous, ça décime nos populations Voilà, complètement. voilà. En tout cas, dans tous les cas, quand ce sera adopté par nous et nos voisins, nos pères africains, ben, moi, je pense que ça peut passer. Mais c'est vrai que le manque d'études, de preuves, rend frileux les prescripteurs. Tu es d'accord avec moi qu'un C'est médecin normal. qui... C'est interdit. C'est interdit. C'est Notre interdit. déontologie nous Notre l'interdit. déontologie dit strictement qu'on ne peut pas mettre un traitement qui n'a pas suffisamment fait ses preuves. Si tu mets un traitement expérimental et que le traitement a été testé, par exemple, dans des cas similaires sur 6 personnes et que 5 personnes s'en sont sorties, oui, tu peux valider ta chose. Mais il faut un cadre institutionnel et légal pour Qui dire, valide, ouais. bon, telle personne ne veut pas suivre la médecine occidentale, elle préfère plutôt la médecine traditionnelle. C'est pas compliqué, fondamentalement. Et ça Euh, protège le patient, ça protège le médecin, tout le monde est oui, OK. oui. Ouais. On sait quel était le niveau de transaminase au début, quel était le niveau de fibrose, quel était le niveau On a de des la charge données virale. objectives, en fait. Oui, on sait à peu près dans quelle santé était son cœur, ses vaisseaux, ses reins, etc. Et on fait la pharmacosurveillance aussi après, une fois que le traitement a été arrêté, parce qu'il ne suffit pas de dire oui, ça marche maintenant. Je donne l'exemple du Distilben, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non, pas C'est encore. un médicament dont on s'est rendu compte qu'il donnait une infertilité aux filles des femmes qui l'avaient pris. Donc, Ah, il a fallu une pharmacovigilance sur 3 générations pour s'en rendre compte. que les filles des femmes qui ont pris ce médicament Une fois arrivé à l'âge développaient adulte, avaient une une fertilité supérieure infertilité. aux femmes qui n'ont pas pris ce médicament. Oui, parce que ça leur donnait une déformation de l'utérus. Et donc, ce médicament a été retiré de la circulation à ce moment-là. Donc, il faut surveiller sur une longue période. Ça demande aussi des moyens. Exactement. Donc, d'où le plaidoyer. Mais il faut que ce soit régalien. Il faut que ce soit institutionnalisé. C'est sûr, c'est ça. Bon, on revient sur notre sujet, hein. Le patient qui a l'hépatite, quel est aujourd'hui son pronostic quand il est bien traité, bien suivi Il est excellent. Il vit pareil que les autres. Il n'y a pas de diminution de l'espérance de vie par rapport aux autres patients. Il faut qu'il se surveille. Il faut qu'il prenne régulièrement son traitement et c'est tout. Ok.
On va passer à présent à la vaccination. Quelle est l'efficacité du vaccin? Un patient qui a suivi son schéma vaccinal classique, c'est quoi sont ses chances de ne pas attraper le virus? Alors, ta question est un peu double. Je vais répondre, je pense, aux deux aspects. Le vaccin, c'est plus de 95% d'efficacité individuelle. Ça veut dire que si on fait le vaccin à une personne, dans plus de 19 cas sur 20, à la fin, on a protégé cette personne-là. Il y a deux schémas vaccinaux. Ok. Il y a le schéma vaccinal du PEV, donc c'est Oui. pour les enfants, Le c'est programme 4 élargi de doses. vaccination. C'est 4 doses. Ok. Une dose à la naissance, puis 2, 3, 4 mois, ou 1 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois et demi, selon les pays, en général en Afrique. Et puis, il y a le schéma des adultes. C'est quelqu'un qui a fait son dépistage, chez qui on s'est rendu compte que non seulement il n'est pas porteur, mais qu'il n'a jamais été porteur, je précise, chez qui on fait une dose, puis une deuxième dose 1 mois après, troisième dose 6 mois après la première, donc 5 mois après la deuxième. On peut vérifier l'efficacité de la vaccination, et chez l'enfant et chez l'adulte, en dosant les anticorps anti-HPS Ok. quantitatifs. Chez ceux, je vais y arriver, chez qui ça n'a pas Bien fonctionné. bien fonctionné, on On peut remet reprendre le schéma vaccinal à au zéro. complet ou en complet. complète? Au complet. Au Ok. complet. Le but de la vaccination n'est pas seulement de protéger l'individu vacciné. Ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas toujours compte. Le but de la vaccination est aussi de protéger la population. Si une personne sur 20 n'est pas protégée par la vaccination, les chances que cette personne sur 20 rencontre l'autre personne sur 20 qui n'est pas protégée et que cette autre personne sur 20 Rencontre une autre personne suivante, ouais, ça se transmet très vite. Donc, c'est pratiquement impossible dans une population qui est vaccinée au minimum à 95%. C'est pour ça que c'est le seuil qu'on vise. Oui. Les risques pour que dans cette population-là, il y ait une épidémie de cette maladie-là sont infiniment faibles. Ouais. Donc, le but, c'est les deux à la fois. C'est triste, mais on est humain. On sait qu'il y a des gens qui auront des rapports sexuels non protégés. On sait qu'il y a des gens qui auront qui auront des comportements à risque par rapport au virus de l'hépatite B. Chacun fait ce qu'il veut. Mais après, on a quand même un devoir de protection vis-à-vis de la population. Donc, c'est pour ça que c'est ce qu'on vise. Une fois qu'on est vacciné efficacement, avant, on faisait des rappels. Ok. À peu près tous les 10 ans. Je tiens à préciser qu'on s'est rendu compte que c'était inutile. Les gens ne venaient pas. Non, les gens venaient, mais en fait, on est protégé à vie. Ok, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ok. Pour ceux qui pensent qu'il faut encore faire des rappels, restez chez vous, c'est bon, vous êtes protégés. D'accord. Et si jamais on diagnostique, je prends le cas d'un couple ou dans une famille, une personne qui partage des choses, qui ont aussi des rapports non protégés, si on dépiste la maladie chez l'un, que faut-il faire pour l'autre Il faut dépister l'autre. déjà? Et c'est une situation extrêmement fréquente. Les couples sérodiscordants concernant le virus de l'hépatite B, c'est extrêmement fréquent. J'en ai encore reçu un cette semaine. Ah, Et on est mardi. ok, cette semaine. Donc, et qu'est-ce que tu as fait? J'ai expliqué. Ok. Il faut expliquer parce que ça a tendance à créer des situations un peu conflictuelles où le partenaire positif est soupçonné d'infidélité par l'autre. Parce que l'autre se dit, c'est sûr que l'autre a chopé la maladie très récemment et qu'il n'a pas encore eu le temps de me contaminer, etc. Non, vous avez déjà été contaminé. Statistiquement parlant, ouais. oui. Même si tu n'es pas positif, Le en fait. virus de l'hépatite B, c'est 100 fois plus infectieux que le VIH. 10 fois plus que l'hépatite C. Aïe. Donc, statistiquement parlant, tu l'as déjà eu. Vous l'avez déjà eu. Mais étant donné que vous étiez naïf ou naïve du virus avant de rentrer dans le couple, dans plus de 95% des cas, vous avez éliminé le virus en 6 mois. Et quand ils y tiennent vraiment, je peux leur prescrire le dépistage complet et se rendre compte effectivement qu'ils sont guéris. Donc, ce problème-là de « Ah oui, tu vas me rendre malade »,
c'est mis de côté. Et ensuite, je leur explique aussi que, statistiquement parlant, le plus fréquent, c'est que le partenaire ou la partenaire séropositif au VIH-B, en fait, s'est infecté à la naissance. Mhm. C'est pas une question de mauvaise vie ou d'infidélité. Encore que je peux pas mettre ma mère à couper. Coupé. Mais en tout cas, dans la plupart des cas, dans notre contexte, les Ouais. porteurs chroniques ont été infectés À la naissance, ouais. Et après le dépistage pour ce conjoint, qu'est-ce qui se passe derrière? Si le conjoint est protégé, il n'y a plus rien à faire. Donc, il a eu, il est guéri, il a les anticorps suffisants. C'est tout. Ok. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est, on oublie souvent, j'ai dit transmission de la mère à l'enfant. Ça veut dire que il faut dépister la fratrie. Mhm. Et ça, on n'a pas toujours tendance à le faire parce que, je ne sais pas, on a mis un tabou autour de la chose. Nos compatriotes ont du mal à appeler leurs frères et sœurs et leur dire moi, je suis porteur d'hépatite B, va faire Va ton test pour voir. Ouais. Mais on ne devrait pas. Ouais. On ne devrait pas. Ça ne devrait pas être une maladie stigmatisante. Mm. Donc, il faut dépister idéalement les parents, la fratrie tout entière, le conjoint ou la conjointe, selon l'orientation sexuelle, et les descendants, les enfants aussi. Ok. Il faut dépister tout le monde autour du porteur. D'accord. Oui, ça rejoint un peu ma question précédente. Est-ce que si on a été en contact, on est guéri, on peut quand même être vacciné si on estime que Ça les sert plus à anticorps, rien. ça ne sert plus à rien? Parce qu'en général, le nombre d'anticorps disponibles protège Oui, c'est ça. une fois qu'on l'a eu et qu'on a été guéri. Oui. Ok. Et les anticorps, c'est aussi quelque chose qui a tendance à diminuer très progressivement dans le temps. Quelqu'un qui est protégé autour de 15 ans, par exemple, arrivé à 85 ans, s'il a la grâce de vivre jusqu'à cet âge-là, les anticorps ne seront plus les... Ça sera Les pas le mêmes même nom, que... Ouais. mais une réinfection à cet âge-là, ça va être la même réaction. Ok. Oui. Il va encore guérir et reproduire Parfaitement. des anticorps. C'est ça. Parfait. On va passer à présent au vrai ou faux. Les idées reçues qu'on va essayer de déconstruire ou renforcer peut-être. Ok. Mais en général, on les déconstruit. L'hépatite B est une maladie rare. Non, pas du tout. Faux. Pas du tout. Ici, on n'est pas en Occident. En Occident, c'est rare. Mhm. Encore que moins d'1% de la population. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme rare. Rare, ouais. Mais en Afrique, c'est extrêmement fréquent. Ok. Quand vous sortez de chez vous au Bénin, vous rencontrez 15 personnes, il y en a au moins une qui est porteuse du virus. Au moins une. Donc, Ok. c'est pas rare du tout, du tout. D'accord. L'hépatite B touche uniquement les personnes qui ont eu plusieurs partenaires sexuels. Non, puisque la transmission, c'est surtout par voie materno-infantile. Et Mhm. donc, à 2 ans, Non, il n'a vous pas... pouvez être porteur du virus. Hein. Ok. On peut attraper l'hépatite B en partageant un repas. Les fourchettes, la salive, on Pas dit du souvent tout. ça. Pas du tout. En s'embrassant. Non. Après, si les embrassades mènent à autre Ils chose, ça c'est sont autre violents. problème. Mais non, pas du tout. C'est sanguin sexuel de la mère à l'enfant. C'est vrai qu'il y a une petite transmission communautaire qui n'est pas encore tout à fait établie, mais c'est surtout au sein des enfants de la même fratrie Ok. qu'on s'est rendu compte en bas âge qu'il Qu'ils peut y avoir ouais. cette transmission communautaire-là. D'accord. Une personne porteuse ne peut pas avoir d'enfant. Si, il n'y a aucun Oui. Donc c'est faux en fait. Tu peux aucune avoir ton influence enfant. sur Ouais. la fertilité ou la Oh. fécondité. D'accord. Les personnes atteintes doivent éviter toute activité physique. Qu'est-ce que vous appelez? On va pas rester au lit parce qu'on est atteint. Donc Non. non, pas du tout. C'est faux. Non, mais non, on parlait vraiment de l'activité physique, le sport, là. Hein. Non. Mais par rapport au rapport, justement, les couples sérodiscordants, comment ils font les rapports après, les rapports sexuels après, comment ça se passe? Moi, je l'ai dit, les couples sérodiscordants, dans la plupart des cas, ils sont déjà... Le partenaire Donc, il n'y a pas séronégatif besoin est de déjà mettre guéri. un préservatif désormais. Donc, Donc, je dis, ben, Donc- si vous êtes ensemble depuis 6 ans et que vous voulez convoler en juste noces maintenant et que le premier ou la première est infecté, que l'autre ne l'est pas. ne l'est
plus. Plus, oui. Parce qu'il ou elle a déjà été guéri, en fait, il n'y a plus rien à faire, quoi. Le vaccin contre l'hépatite B est dangereux. Pas du tout. Pas du tout. C'est un vaccin très sûr, c'est très, très safe, c'est extrêmement bien toléré. Une hépatite B chronique, forcément cancer, cirrhose. Hmm, non, mais faire attention. À l'évolution. J'ai bien dit, infection chronique, hépatite B chronique, c'est pas la même chose. Donc, hépatite B chronique, oui, et on est à risque de faire une cirrhose ou un cancer si on n'est pas mis rapidement sous traitement. Donc, il faut faire attention à cette assertion. Pas forcément, mais oui. Oui. C'est Petit rappel sur la différence infection chronique, hépatite B chronique. infection chronique, présence du virus sans agression au niveau du foie. Hépatite chronique, phénomène inflammatoire au niveau du foie, donc agression-réaction, du fait de la présence du virus de l'hépatite B. En général, le virus de l'hépatite B n'est pas toxique en soi. OK. En général. Il rentre dans le foie. Il est là, il fait sa Il vie. est là, il fait sa vie, il essaie de se multiplier. Et les cellules du foie, c'est les kamikazes. Une fois qu'elles sont infectées, elles vont dire au reste de l'organisme, moi je suis infecté, venez me détruire avec ce qu'il y a à l'intérieur pour sauver le reste. Le reste. Sauf que le temps que l'organisme se rende compte que cette cellule est infectée et vienne la détruire, le virus est déjà passé à la cellule suivante. Et donc, c'est l'organisme qui s'autodétruit Oui, en fait. dans le cadre du virus de l'hépatite B. D'accord. À présent, on va se poser la question. Tu as répété plusieurs fois que l'Afrique, chez nous, on est très touché par ce virus. Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi? Je pense que c'est le fait que nous n'avons pas encore bien implémenté la vaccination à la naissance. Il y a à peu près 50 ans, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, avaient à peu près les mêmes prévalences. Si je prends l'exemple de la Chine, il y a à peu près 50 ans, ils ont dit on vaccine tous les enfants à la naissance. En vaccinant tous les enfants à la naissance, ce qui est sûr, avec le temps, les gens vont Mourir et les nouveaux n'auront plus. Et donc, ceux qui sont morts, de toutes les façons, ils ne seront plus comptés parmi les porteurs. Oui. Et ceux qui vont naître ne pourront pas être infectés par le virus parce qu'ils n'ont pas, ils sont protégés. Oui. Donc, ils ont réduit ainsi drastiquement en 30 ans à peine la prévalence du virus. Donc, je pense que c'est parce qu'en Afrique, on n'a pas encore bien implémenté. Je crois qu'à l'heure actuelle, sur un peu plus de la cinquantaine de pays africains, il y en a à peu près 15 qui ont démarré la vaccination à la naissance. Je crois. Oula. Donc, on est loin du compte. On est loin du En compte. sachant que Et ceux qui ont démarré, la plupart ont démarré là dans les 10 dernières 20 dernières années. Oui. Oui, tu disais au Bénin, c'est depuis 6 ans. Oui, 2020. Donc, on est au tout début et on espère que les autres pays africains vont suivre le pas et emboîter cette marche-là. Mais il faut aussi que les politiques soient vraiment bien appliquées. Parce qu'il ne suffit pas de dire c'est gratuit, venez vous vacciner. Si 90% de nos sœurs accouchent à la maison, moi je connais des gens qui ont débarqué à l'hôpital à leur 10e accouchement et qui n'avaient jamais fait de groupage sanguin de leur vie. Oui. Donc, il faut encore que la plupart de nos petits frères, de nos enfants naissent dans un centre de santé et qu'on mette en place la vaccination. D'accord. Et quels sont les défis que toi, tu dirais que tu rencontres par rapport au dépistage chez nous? Déjà, le premier défi, il est un peu financier. Moi, je suis médecin spécialiste. Donc, quand les gens viennent me voir pour constipation chronique et que je leur propose un dépistage, ils ont tendance à dire bon, je ne suis pas venu pour ça. On va réfléchir à la coloscopie d'abord. Oui, donc, parce que la coloscopie a son coût. Le dépistage, les examens ont également un coût. Oui. Exactement. Donc, ça, c'est le premier défi. Il faut que le dépistage, en plus, les médecins, les gastro-entérologues, on est un peu moins de 20 actuellement. Je crois qu'on doit être 18 là, sur le territoire. C'est pas énorme. Hein. On peut pas pour 12 millions. On ne peut pas dépister tout le monde. Ouais. Donc, il faut
qu'on associe à la danse nos Les collègues politiques aussi, généralistes, généralistes, ouais, tout le monde. tout le monde. Les sages-femmes, tous les professionnels de santé, les kinés, enfin, tout le monde, tout le monde. On lance vraiment un appel dès que vous rencontrez quelqu'un, dépistage. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est le premier défi, je pense. Mm. Le deuxième défi, moi, je pense pas en termes de coût, je pense en termes d'assurance. Ouais. Parce que chacun va dire le coût est important. Par exemple, les ophtalmologues, ils vont parler du glaucome, de la cataracte. Les cardiologues vont dire que le quart de la population, près d'un tiers de la population adulte du Bénin maintenant est hypertendue. Oui. Les endocrinologues diront la même chose Pour par le rapport au diabète. diabète. Moi, je pense qu'on doit avoir une assurance universelle, Ouais. que ce soit régalien, C'est l'État, ouais. que ce Franchement, soit l'État qui gère. Ça aura beaucoup d'avantages. D'abord, il n'y aura pas de lucrativité obligatoire. Parce que si c'est privé avec... tel fait à 5 000, l'autre va faire à 10 000, l'autre, enfin. c'est pas possible. Ouais. Ensuite, il y aura... Tout le monde est touché. On n'aura pas à se poser la question de est-ce que vous avez une assurance, est-ce que vous avez une bonne assurance ou pas. Assurance, ouais. On n'aura pas de questions à se poser par rapport à la solvabilité du patient. Même lorsque les gens ont une assurance, ils arrivent à l'hôpital avec un AVC, on dit qu'il faut aller prendre un accord d'abord avant de faire ouais. le scanner. Vous faites une césarienne au Bénin, vous faites le point, vous envoyez à l'assurance. L'assurance dit non, ceci est plafonné. Donc finalement, sur le coût de la césarienne, moi, je rembourserai un tiers, etc. Donc, il faut que ce soit universel. Ouais. C'est vraiment ça. Le frein, c'est un le frein majeur, frein. ouais. Et si c'est universel, Mm. en fait, je pense toutes les structures de santé seront prêtes à préinvestir dans les soins, autant en termes d'appareils qu'en termes de soins immédiats lorsque les patients viennent. Parce qu'ils savent qu'à la fin de la journée, il suffit de faire le point pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et tu de seras façon remboursé, honnête, ouais. et tu seras remboursé. Mais il faut que les remboursements interviennent aussi de façon optimale. Si vous faites des soins à quelqu'un en janvier et qu'on vous rembourse en décembre, vous ne pouvez pas tenir. Donc, bref, on a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Par exemple, le fibroscan. Là, je viens de faire de la publicité. En fait, ça s'appelle l'élastométrie hépatique. Mm-hmm. Bon, tout le monde dit fibroscan parce que ça a été inventé par la firme Fibroscan. Fibroscan, ouais. La firme Ecosens qui a appelé ça fibroscan. Bref, c'est un appareil qui permet de mesurer l'élasticité du foie. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui dans la prise en charge de toutes les maladies du foie, toutes les maladies chroniques du foie, toutes. En commençant par le virus de l'hépatite B. OK. On en a 2 au Bénin. Et les 2 sont où, au sud ou au centre? Les 2 sont au sud. Les 2 sont au sud. Il y en a un au Chic, déjà, c'est un hôpital public, il n'y a pas de souci, on peut en parler. Et le deuxième est à la clinique Sika, en privé. C'est pas normal. Il y a plein de porteurs qui sont dans le septentrion ou dans le centre du pays qui ne vont pas faire 500 km pour venir faire un fibroscan. C'est délirant. Alors que s'il y a une assurance universelle, bon, on sait que... Tous les centres vont s'équiper parce qu'ils savent que même si la machine a un coût, le coût sera amorti parce que, oui. Parce qu'il y a pratiquement 10% de porteurs dans le pays. Donc, en fait, c'est cru de le dire, mais ce sera rentable. Ça va être rentable. Et comme ça le service médical rendu est excellent en plus. Et ça va booster automatiquement le système. Mais c'est vraiment triste. Hein. L'élastométrie, moi, sous d'autres cieux, c'est un truc que je prescris tout le temps. Même dans le fin fond du village de je ne sais pas quoi. En fait, là, on a arrêté même de prescrire l'élastométrie parce que il y a les appareils d'échographie de dernière génération intègrent des modules d'élastométrie. Okay. Donc, tu prescris juste sous d'autres cieux, tu prescris ton échographie en précisant au radiologue, je veux une mesure de l'élasticité du foie et il te sort le résultat. Encore que c'est même pas tous les radiologues qui le font parce que je pense que c'est quelque chose c'est très simple à apprendre. Oui. Si on démocratise ça, vraiment, ils vont s'y mettre. Et puis, il y a des pays où l'élastométrie en soi est faite par les infirmiers. L'interprétation reste faite par le médecin, c'est vrai, mais l'élastométrie elle-même est faite par les infirmiers. Un technicien d'imagerie formé
Normalement, il doit Oui, pouvoir la faire. Et c'est pour une ça. maladie qui touche 10% de la population, franchement, je trouve, on va lancer encore En un fait, appel. moi, On je passe pense le que c'est postcard à c'est la lancer des base. appels. Oui, mais parce que la santé chez nous, on se rend pas compte d'à quel point on est en arrière. Et malheureusement, ça aussi, c'est un autre plaidoyer. La santé, nous, je vais parler de façon très crue. Nous, les agents de santé, on porte mal notre nom. En fait, on n'est pas des agents de santé, on est des agents de soins. On est responsable des soins des malades. Hmm. Même si on est centraux dans le système, on n'est pas les Décideur. principaux décideurs. Pas du tout, même. C'est l'État qui a décidé, par exemple, qu'il allait accorder 1 milliard sur les 4 000 et quelques milliards de notre budget national aux urgences vitales. Bon, c'est gentil. C'est gentil, hein. 1 milliard sur 4 Mais 000. bon, de toutes les façons, c'est l'État qui l'a décidé. Tant que l'État n'a pas décidé de ça, il fallait prépayer Toujours ses soins. ses soins, même en cas d'urgence vitale. Et ça, c'est pas de la faute des agents de santé. Aujourd'hui, j'espère que les Béninois s'en rendent compte. C'est pas de la faute des agents de santé si avant, quand vous faisiez un accident et que vous débarquiez au CNHU, on vous disait, ben, en fait, il faut aller payer ceci pour que vous soyez pris en charge. C'est pas par mauvaise volonté que c'était pas fait. C'est parce qu'il n'y avait pas de matériel pour le faire. Disponible. Ouais. C'est tout. Et on a tendance à tout mettre sur le dos des agents de santé. On n'a pas de sécurité énergétique au Bénin. Vous êtes en train d'opérer quelqu'un, on coupe le courant. Le groupe électrogène ne prend pas le relais. Les vaccins, c'est parce qu'aujourd'hui, la plupart des centres ont des groupes électrogènes qui prennent automatiquement le relais. Sinon, ce n'était pas forcément Parce qu'il faut respecter la chaîne de la froid. chaîne de froid. Hmm. Même avec la nourriture, si vous allez acheter du poisson ou de la viande quelque part où la chaîne de froid n'a pas été respectée et que la salmonellose s'est développée en temps et que vous faites de la diarrhée, c'est pas la faute des agents de santé. S'il n'y a pas d'eau et que c'est l'eau de ruissellement que les gens boivent, c'est pas la faute des agents de santé. S'il n'y a pas de parc où vous allez faire du sport pour perdre du poids parce qu'il y a des travaux partout et qu'il n'y a pas de courtoisie routière que vous faites ramasser quand vous dites que vous voulez faire du sport, c'est pas la faute des agents de santé. Donc, bref, il y a beaucoup de choses. Nous, on intervient dans les soins thérapeutiques, curatifs Vous nous donnez et les moyens, préventifs. nous on vous Vous nous soigne. donnez les moyens, nous on vous soigne. C'est tout. Et d'ailleurs, on est très demandé à l'extérieur. Donc, c'est pas le problème. Je ne pense pas que la population béninoise soit plus exigeante en termes de santé, en termes de soins de santé, que les autres. Mais les autres reconnaissent notre valeur et malheureusement, on a ce problème, il n'est pas politique, il est sociétal, de mon point de vue. On ne fait pas de politique. C'est pas nos gouvernants, c'est nous tous en tant que société qui ne prenons pas au Notre sérieux santé, notre vraiment. santé. Ouais. C'est tout. Parce que c'est une fois arrivé au sommet de la chaîne de commandement, les gens font ce qu'ils avaient envie Énoncé. de faire Oui. jusque-là, c'est Ouais. tout. C'est pas des choses extraordinaires. Non, pas du tout. Et moi, ça m'attriste énormément. T'es pas le seul. On est Énormément. nombreux à être tristes parce qu'on a choisi ce métier, c'était pour vraiment aider les gens, être au service des gens. Mais on se retrouve des fois coincé de ne pas pouvoir faire ce pourquoi on a choisi de faire ce métier-là. Et c'est vraiment très, très attristant de voir que malheureusement, il y a une exode des médecins pour une population qui en a quand même grandement besoin. Et beaucoup, quand tu leur poses la question, c'est pas tant l'argent qu'ils n'ont pas, même si tout être humain a besoin de vivre de ce qu'il fait. Mais c'est aussi vraiment le manque de moyens et cette accusation quasi permanente que les gens portent de ne pas faire leur boulot, d'être des tueurs, alors qu'on ne leur donne pas forcément les moyens de faire ce qu'on leur a appris. En salle de cours, nous, on ne nous a pas dit qu'il fallait cotiser pour avoir l'argent pour pouvoir soigner les patients. D'abord, mais quand on va à l'hôpital, j'ai pas fait serment de pauvreté. Le serment que j'ai prêté dit, je donnerai mes soins gratuits à l'indigent. Quand vous venez en consultation en voiture et que vous me dites oui, mais je suis juste venu montrer les résultats, je comprends pas pourquoi je dois encore payer l'argent, c'est compliqué. Je suis pas insensible à la doléance,
Mais d'abord, je suis médecin, je ne suis pas administratif, je ne suis pas financier. Et ensuite, si je le dis de façon crue, si votre belle-mère meurt, vous aurez tendance à dépenser des millions au Bénin. On est prêt à s'habiller Pour les deuils et pour tout les ça. deuils. On dépense beaucoup dans l'alcool, par exemple. Je reviens dessus. On dépense beaucoup. Vous dites à un Béninois, prends une assurance santé, il te dira, si je ne tombe pas malade, ça Ça sera de peut servir à l'argent quoi? perdu. Oui, c'est ça. Et même quand ils sont malades, quand tu leur fais la facture, ils disent, mais pourquoi c'est aussi cher? Je dis, Oui, mais la c'est santé, pas... ça coûte cher. Oui, en fait, c'est pas... La santé n'a pas de prix, mais elle a un Elle a un coût. coût. Donc, je suis désolé, il faut mettre Non, en il faut place vraiment qu'on apprenne, que les gens aient à cette mettre notre culture-là, ouais, santé en en priorité. priorité. Nous tous, en tant que société, et nos gouvernants vont Ils vont suivre. suivre Et complètement. Je suis d'accord. maintenant, la priorité, ce que nous pouvons faire, c'est la prévention. C'est notre rôle. C'est ce qu'on fait là. C'est pour ça qu'on fait le C'est ce qu'on va podcast. faire. Chacun individuellement, en tant que Béninois, peut faire également de la prévention en mangeant sainement, en allant faire du sport, en ayant une vie correcte. Minimum Globalement, 30 minutes par jour de sport. Hein. Marche rapide. Exactement. La marche où on transpire. Une fois que ça c'est fait, si on tombe quand même malade, il faut qu'on ait une assurance. Parce que vous ne pouvez pas prévoir si vous aurez un paludisme qui va vous coûter 10 000 francs ou si Ou 10 vous aurez un millions. cancer qui va vous coûter 10 millions. Ouais. Ce n'est pas prévisible. Et il faut qu'on se mette en tête que quand je cotise et que moi, je ne tombe pas malade, c'est peut-être mon frère, Ma soeur, cousine, ma nièce, ma nièce, mon voisin qui qui bénéficiera de ce que je cotise. Après, à mon corps défendant, je suis obligé de dire, concernant les gouvernants, que dans un pays où la plupart des gens travaillent dans l'informel, c'est difficile de savoir combien ils gagnent, pour savoir combien leur prélever en termes d'impôts pour pouvoir mettre en place une assurance universelle. Pour financer ce système. Ouais, C'est tout. c'est compliqué, mais je pense que ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a les systèmes de mutuelles, des petites choses déjà hein, pour commencer. De toutes les façons, il y a l'Arche qui va bientôt prendre en charge ce problème, je l'espère, entièrement pour l'ensemble des Béninois. Ça a commencé, pour les pauvres oui. Et les extrêmes pauvres. Après, il y a pauvres et pauvres. Je pense que le seuil de pauvreté, c'est $1 par jour. Ça fait $30 par mois. Encore que $1 par jour, $30 par mois, ça suppose que vous avez, je vais dire, un certain confort de vie. Même si vous avez $150 par mois et que vous sortez dans l'eau pour aller au boulot, je pense que vous faites quand même partie des pauvres. Ouais. Même si vous avez $150 par mois et que quand vous tombez malade, vous devez réfléchir à comment payer la consultation à $15, je pense que vous faites quand même partie des pauvres. Donc, je pense que cette classification, les critères, ouais. Oui, je pense que ça nécessite de tropicaliser un peu, de rentrer dans notre contexte. Et encore une fois, on n'a rien à prouver à personne. Et de redéfinir la notion ce que nous, on appelle pauvreté. Ouais. Et de dire, par rapport à ça, c'est normal que l'occidental, qui sait que même s'il n'a pas d'argent dans sa poche, moins d'un dollar par mois, il trouve que bon, c'est de la pauvreté. C'est de la pauvreté. Parce qu'à la fin de la journée, s'il tombe malade, il va à l'hôpital, la communauté au sein de laquelle il est prête à mettre, par exemple, 500 000 € sur lui pour lui changer de foi. Même s'il a pris des risques, même si c'est une maladie auto-infligée. Infligée, ouais. Mais chez nous, c'est pas pareil. Moi, j'ai déjà vu des gens me dire l'argent qui reste là, c'est pour ses obsèques. Et celui qui disait ça, c'était le fils du patient. Ah oui, l'argent qui reste, c'est pour ses obsèques. Oui, on n'a plus pour les soins. On n'a plus rien pour les soins. Ah oui, donc ils ont l'argent pour l'enterrer, mais l'argent pour... À ce moment-là, le patient, c'est lui que je soigne. Et lui, c'est mon compatriote. Donc, ce qui est sur le patient, s'il meurt, c'est une perte pour le Bénin. Même si sa famille considère que ce n'est pas une perte, c'est une perte pour le Bénin. C'est un bras qui aurait pu contribuer à l'avancement, ouais. Donc, c'est un vrai problème auquel je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Nous et je pense qu'il faut qu'on y mette un peu du nôtre, hein, chacun. Oui. Ouais. Ok, on est en train d'aller progressivement vers la fin. Quel est le mythe qui t'agace le plus, que tu entends le plus et qui t'agace le plus? L'hépatite virale? Oui.
les interdits alimentaires. Ah oui? Oui. Ah ça, j'avais jamais entendu Ah ça. si, Quand on a l'hépatite, il y a certains il aliments faut qui... pas manger, il faut pas Ah manger là, des œufs, il faut pas prendre de sont l'huile des... d'arachide, de l'huile. Ah Oh, oui? faites-vous plaisir. Ok, donc Euh, les euh, interdits. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'il faut pas manger quand on a... Bon, l'alcool, on a dit... oui. Ça, on a réglé le Mais problème. l'alcool, c'est pas de la nourriture. Donc, non. Mais je dis aux patients, arrangez-vous pour pas être gros. Oui, il faut pas faire d'excès, hein, vraiment. Et puis, ne buvez pas d'alcool. En dehors de ça, faites-vous plaisir. En fait, je ne sais pas dire si c'est un mythe, parce que chez nous, le fa est très présent Ok. et que le fa vient, lorsque vous connaissez votre nom, Sifa, votre signe oui. fa, vous avez des interdits qui viennent Ok. avec. Mais votre signe fa ne vous dit pas si vous êtes porteur d'hépatite B ou pas. Donc, si vous avez des interdits alimentaires dans votre famille ou par rapport à votre signe fa et tout, là, C'est c'est différent. différent. Mais je pense que ça a contribué à créer cette croyance au sein de la population que toutes les maladies sont liées à Non-respect peut-être d'un interdit. alimentaire. Ouais. Ok, Je d'accord. pense après, je suis pas sociologue. Je pense que peut-être c'est ce que je raconte, Peut-être c'est que des les bêtises. sociologues qui vont nous éclairer en commentaire, ils vont nous dire leur analyse. Peut-être que c'est des bêtises, mais on a quand même ça très Ouais. présent dans notre imaginaire collectif au Bénin, que quel que soit ce qu'on a, c'est lié à l'alimentation Oui. et qu'il y a des interdits alimentaires qu'il faut respecter par rapport à ça. Donc, les patients viennent, bon, heureusement, ils ne viennent pas dénutris, hein, mais quand ils viennent, ils ont toujours arrêté de manger ci ou ça. Il y a même un patient que j'ai vu il y a quelques temps à qui j'ai dit, mangez ce que vous voulez. Et il est revenu me voir il y a quelques jours avec un accompagnant et il a demandé devant l'accompagnant, est-ce que je peux manger de la viande? J'ai dit oui. Et il s'est retourné, il a regardé l'accompagnant. Ça faisait des jours qu'il était au poisson et que lui, ça le frustrait. Donc il disait, mais tu vois, je te disais Que que le il doit docteur a manger de dit la... que c'était bon. Et l'autre disait, mais non, mais on a dit que... J'ai dit, mais c'est qui on qui a dit? En tout cas, moi, je n'ai pas C'est le cette prêtre connaissance-là. certainement. En tout cas, je crache pas sur le fa, mais le fa n'a rien à voir avec le fa, c'est c'est une Croyance. psychologie tout entière, mais c'est par rapport à vous. C'est pas par rapport à vous en tant qu'individu. C'est pas par rapport à votre maladie. Ok. En tout cas, de ce que j'en ai compris. Donc, non, il n'y a pas d'interdit alimentaire par rapport à ça. C'est ce qui m'agace le plus, je pense. Ok. Quel est le message que tu répètes le plus souvent à tes patients? Il faut vous surveiller, je pense. Mm. Parce que les gens disparaissent et ils reviennent, ils disparaissent et ils reviennent. Moi, je pense que ça se voit, je suis jeune. Donc, j'ai pas encore beaucoup d'années de pratique. Je suis spécialiste depuis un peu moins de 4 ans maintenant. Si je rajoute mes 4 années de spécialisation, ça fait 7 ans et quelques que je suis dans ce domaine. Et à chaque fois, il y a des gens. En 7 ans, j'ai déjà vu des patients qui viennent, qui doivent revenir en novembre et Qui qui reviennent reviennent en l'année juin. d'après ou qui ne reviennent même pas du tout. Moi, j'ai déjà vu des patients, des patientes qui viennent, que on met sous traitement, qui disparaissent ou qui arrêtent le traitement et qui reviennent après avec le sourire, vous annoncer que, ah, docteur, je suis enceinte. Comment faire pour que l'enfant ne soit pas Contaminé. contaminé? Et donc, il faut remettre sous traitement parce que Et repartir un peu de zéro, quoi. c'est Un peu. ça. Ouais, c'est ça. frustrant Donc, je un peu. pense que le message le plus important, le message que je répète le plus souvent, c'est à ces patients-là. Mm. C'est à ces patients-là. Il faut vraiment Il faut vraiment respecter le respecter suivi, le les suivi. rendez-vous, c'est très important. Parce que malheureusement aussi, on se rend compte que ce n'est pas toujours une question d'argent. Oui. Et C'est la c'est mentalité, la hein, beaucoup. mentalité. Ouais. Et c'est humain, comme j'ai dit, parce que c'est pas que les Béninois qui font ça. Ouais. Et c'est pas que les Africains qui font ça. Les Occidentaux aussi ont tendance à disparaître. Mais ils respectent un peu mieux parce qu'il y a beaucoup aussi d'éducation. Il y a beaucoup de messages qui passent. Ils ont beaucoup d'émissions santé à la radio, à la télé, dans la presse écrite. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, je lui ai prescrit un Fibroscan.
Et il est parti, il est revenu, il me dit, docteur, votre examen là, il est rare à faire, hein. Je dis, mais je vous ai dit dans quel hôpital aller le faire. Il me dit, oui, je suis allé là-bas, on m'a dit que l'appareil était en panne, donc on voulait que je repasse dans 2 mois, mais moi je devais revenir à votre rendez-vous, donc je ne pouvais pas. Et donc je suis allé dans des cliniques et je n'ai pas trouvé. Et j'ai dit, vous n'avez pas trouvé, vous êtes sûr? Il me dit, enfin, j'ai trouvé, mais on m'a dit que c'était pas remboursé par ma sécu et c'est 60 euros. Et moi, j'ai pas 60 euros à mettre Ah là 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 dans là votre là là examen. là là. Et j'ai dit, mais c'est pas mon examen, c'est pas mon cours d'hépatite virale. Moi, On c'est. m'a dit te rend service en Oui, faisant mais l'examen. vous me rendez aucun service, hein. C'est pas moi C'est qui suis pour malade. vous, hein? Donc, si vous voulez pas faire le financement, Oui, oui, bon, ça grand c'est bien vous encore une fasse, autre mais question, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est vrai que sortir l'argent pour se soigner, là, ces populations l'entendent très mal. c'est ça. Ouais, C'est pour ça que je dis que c'est c'est pas une humain. question, ouais, Et c'est que tant qu'on n'aura pas, universel, quoi. oui, et que tant qu'on n'aura pas réglé le problème des assurances universelles, tout le reste, pour moi, ça sera de la fioriture, ça sera du Oui, on va maquillage. parler Et point, dans et mon le, point dans de le vue. vide. Ouais. Après, on part de tellement loin que tout effort est bon à prendre. Oui. Donc, On fait faut notre pas petite goutte. décourager, oui, il faut pas décourager les Notre petite. volontés individuelles, politiques. Mais après, oui, tant que ça sera pas, je pense vraiment que ça, là, ça va faire bouger tout le monde. Ok, C'est ce qui est commun à tous les systèmes de santé performants de ce monde. On va pas d'accord. réinventer la roue. C'est ça. Ça, c'est ça qui fait que L'assurance maladie universelle. c'est ça, partout où ça marche, ils ont ça en Hmm, commun. ok. Donc, nous, il faut qu'on On mette. va imiter et puis ça va le C'est faire. tout. C'est tout. Ok, si chacun de nos auditeurs ou ceux qui voient en vidéo doit faire une seule chose à la fin de l'écoute de cet épisode, ce serait quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas leur statut, se dépister. Hmm. Pour ceux qui connaissent leur statut, je leur ai dit, globalement, c'est soit ils sont positifs, ils doivent se faire suivre, soit ils sont naïfs, ils doivent se faire vacciner, soit ils sont guéris, rien à faire. Et, 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 en parler autour d'eux. Ok, Il faut encourager ceux qui n'ont pas encore fait leur dépistage à aller le faire. le faire. Il faut Ok. vraiment, vraiment, vraiment en parler. Je pense que plus on en parle, plus il y a de gens qui sont touchés et qui éventuellement vont se dire, bon, écoute, quand je vais faire mon bilan de santé, parce que ça commence à venir, hein. Oui. Notre génération a tendance, de plus en plus jeune, à aller faire un bilan Oui, de moi je façon, un reçois check-up. beaucoup de questions oui, comme ça. Oui, Dis-moi ce que je dois faire, j'ai envie de faire mon bilan. Est-ce que tu peux me recommander des examens c'est ça. à faire? Oui. Donc, je pense qu'il faut en parler parce qu'on a tendance aujourd'hui tous à aller prendre notre tension, à prendre la glycémie et tout, même lorsque c'est à nos propres frais parce que les assurances ne veulent pas couvrir ça. Mhm. Et faire le bilan de cholestérol, etc., etc. Je pense qu'il faut que ça rentre dans nos habitudes aussi, de la même façon dont on dépiste toutes ces maladies-là, l'insuffisance rénale, etc., avec la créate, qu'on fasse aussi le dépistage et un dépistage, je répète, optimal. Ne pas juste mettre antigène HBS Il sur faut la vraiment feuille, demander il les faut mettre trois. les trois. Il Ok. faut mettre les trois. Et ça, ce message-là, c'est pour nous, les professionnels de santé. Très bien. Donc, vraiment, les collègues médecins généralistes, n'hésitez pas, quand vous, plus d'antigène HBS tout seul sur les bons, vraiment, allez-y, mettez les trois. Expliquez aux patients, surtout le bien fondé, parce que le coût peut révulser certains. Donc, il faut leur expliquer. Moi, je pense que quand on prend le temps d'expliquer, les gens comprennent. Oui. Et quand les gens comprennent, au moins la moitié va adhérer. L'autre moitié, la moitié va vous dire plus tard et peut-être le dernier groupe dira oui, 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 mais ne le fera pas. Mais au moins, vous aurez gagné peut-être 75%, 3 personnes sur 4 qui vont Qui vont le faire, même si c'est en le programmant. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer le bien fondé de chaque examen qu'on prescrit. Et encore plus ceux-là, parce qu'ils n'ont pas de symptômes. Quand ils ont la fièvre et vous leur prescrivez une goutte épaisse NFS, ils sont plutôt enclins, ils n'ont pas de problème. Mais là, ils ne sentent rien, vous leur prescrivez 3 examens d'un coup. Peut-être qu'en expliquant, ils vont adhérer. Et là, on va parler des gens qui vont écouter ce podcast, aller se dépister, qui vont avoir un positif en rouge sur leurs résultats et qui vont se dire, oh, le ciel m'est tombé sur la tête, je savais que j'aurais pas dû y aller. Un message d'espoir pour les gens que tu pourrais faire passer. C'est pas parce que vous savez. En fait,
je sais pas, peut-être que tu es fan de foot. Un peu. Rigobert Song qui dit, quand vous savez que vous êtes en danger, vous n'êtes plus en Ou en danger. J'adore cette Quand vous citation. savez pas que vous êtes en danger, C'est là c'est là que vous que êtes vous en êtes en danger. danger. C'est la même chose pour le virus hépatite B. Quand vous savez pas que vous êtes porteur, Vous vous êtes ne en savez danger. pas si vous faites une hépatite chronique, vous ne savez pas si vous êtes à risque de faire une hépatite chronique, vous êtes en danger. Mais quand vous connaissez votre situation, vous savez à ce moment-là qu'il faut aller vous faire suivre. Ce qui est sûr, c'est que vous allez consulter au moins une fois. Quand vous consulterez, on fera le point de votre situation. Je recommande aux patients de ne pas faire de transhumance médicale. Ok. Donc de Parce que, changer disons, oui. de Parce que médecin. si vous venez me voir et que je suis le 5e hépatogastroentérologue que vous voyez, moi, je considérais toujours que c'est la première consultation. Et tu Et on va repartiras. repartir de zéro. Mm. On n'aura pas toujours, malheureusement, le temps parce que les patients aussi viennent sans leur bilan précédent. Il faut apprendre à classer Par les bilans, an, avoir un pour dire en dossier santé. 2026, j'étais comme ça, en 2030, C'est voilà comment important. je suis. Oui. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut aller voir un spécialiste. Même si le spécialiste se déplace, il y a votre dossier dans le centre, vous allez, vous continuez. Il verra, il fera votre point. Oui, vous êtes éligible à un traitement. Non, vous êtes éligible à une surveillance et vous faites votre Donc, il n'y a suivi pas comme ça. péril en la Pas demeure. du tout. Il ne faut pas être abattu. Pas C'est du pas tout. une sentence. Pas du tout. Non, pas du tout. Donc, vraiment, relax. Et puis, le docteur Abias, même s'il dit qu'il a beaucoup de boulot, il est là. Si vous toquez à sa porte, il ne va pas vous virer. Pas du tout. Il Ça, vous c'est un prénom recevra. qui est rare. Personne m'appelle Abdias. Bon, Karel, si tu préfères. Il ne va pas vous virer. Donc, franchement, ou les 17 autres, parce qu'ils sont 18, il faut vraiment en former plus. Mais je pense qu'avec la spécialité qui est ouverte maintenant à Cotonou, on va en avoir de plus en plus. Oui. Et il faut les inciter à rester avec nous C'est aussi. ça, c'est le challenge. En Oui. Afrique, on Ouais. sait très bien former nos médecins, on sait très bien former mais on nos sait pas les agents de garder. santé, mais on ne sait pas les garder. Donc, C'est le gros challenge. mm. Moi, si je donne après, mon cas n'est pas une généralité, mais que ce soit mes proches, mes collègues, tout le monde a été surpris que moi je rentre. Donc, déjà, quand je suis parti, les gens se disaient, oh, lui, il est perdu. Mais quand je suis rentré, les gens étaient toujours Étonné. surpris. Et là, ça fait pratiquement 2 ans que je suis là. Et les gens sont toujours aussi surpris que je reste. En tout cas, que je reste pour le moment. Il ne faut jamais dire jamais. Mais, il y a ce travail à faire. Et je pense que c'est un travail de confiance. C'est le lien de confiance qui est brisé, malheureusement. Ouais. Et il faut que nous aussi, on prenne notre part de responsabilité. La population n'a pas confiance en nous. Et nous aussi, on commence à avoir peur d'eux, du fait de la peur médico-légale. Mais je pense qu'on n'est pas exemple de tout reproche et qu'il Tout faut à qu'on fait. qu'on se demande aussi quelle est notre part de responsabilité. Il y a une remise en question cette, quand même aussi oui. de notre côté. Ouais, Oui. c'est très important. Et d'ailleurs, j'allais te demander pourquoi tu es rentré, pourquoi tu restes. Pour Parce inciter que d'autres à rentrer et rester. bah, tu as répondu à une partie. Déjà, là, on n'est pas nombreux. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de boulot. Mm. Donc, le boulot ne posera pas problème. Deuxième chose, je fais une spécialité où j'ai des actes. C'est vrai, les appareils ne sont pas très fréquents. C'est vrai que le patient, il ne vient pas avec son tube digestif tout seul, isolé. Donc, quand le reste de la médecine est à un certain niveau, toi, en tant que spécialiste, tu ne peux pas non plus faire des choses extraordinaires, mais il est tout à fait possible pour un gastro-entérologue de faire que des consultations, par exemple. Mhm. Donc, moi, je ne suis pas en griffe bloqué. Si je prends des connaissances que j'en ai, par exemple, l'ORL, il a besoin d'une table d'ORL pour examiner son patient. Oui. S'il n'y a pas de table d'ORL, il est un peu coincé. Pareil pour Mm. l'ophtalmo, par exemple. Alors que moi, T'as j'ai pas besoin de bureau grand-chose, ouais. consultation classique. Si tu as une colonne d'endoscopie, c'est parfait. Si tu as un appareil de fibroscan, c'est encore mieux. Et moi, je dirais juste à ton laboratoire, mais si, tel dosage en place parce que j'en ai besoin. Ouais. Donc, sur le plan professionnel, il y a ça. Après, sur le plan personnel, moi, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont encore là, qui sont encore en vie et qui,
une réalité, une triste mais scientifique, qui prennent de De l'âge l'âge. Il et faut qui prendre soin d'eux. il faut prendre soin d'eux. Et que moi, j'ai toujours trouvé très triste la situation de mes confrères qui sont en Occident et qui appellent, qui disent, ah oui, mon père a ci, ma mère a Est-ce que ça, tu peux m'aider à ma voisine a gérer? avalé un marteau. Est-ce que, est-ce que tu connais un gastro-entérologue sur le territoire? Il n'y a plus de néphrologue, etc. Donc, C'est à ce dramatique. moment-là, on est prêt à envoyer de l'argent. L'argent n'est pas un Un problème, problème. mais c'est juste de La trouver la compétence. compétence, la ressource humaine sur le territoire. Je me suis dit, bon, une hirondelle ne fait pas le printemps. Je ne pense pas que... Enfin, je rêve grand, hein, mais je ne suis pas sûr qu'à moi, tout seul, je changerai le visage sanitaire du Bénin. Mais au moins, j'aurais fait ma petite contribution pour que mes enfants, mes petits-enfants, ne se disent pas après, oui, bon, l'Afrique est dans tel état et que On a qu'est-ce tous que, abandonné le oui, navire. et que qu'est-ce que moi j'ai fait, Oui, qu'est-ce que mes parents, qu'est-ce que mes grands-parents ont on fait fait pour pour que que, ça soit que meilleur. ce soit un peu mieux. Oui. C'est ça. Maintenant, après, sur le plan peut-être spirituel, tout le monde n'est pas très spirituel. Moi, je suis pas très religieux. Mais je pense que si la nature ou le sort ou Dieu ou tout le nom qu'on va lui donner m'a fait naître au Bénin, c'est parce qu'il trouvait que je pouvais être utile à cet endroit-là, je pense. Après, je ne suis pas fermé à l'idée d'aller sauver des vies ailleurs. Toute l'humanité est une fraternité. Je ne suis pas fermé à l'idée d'aller explorer d'autres endroits, mais je pense que Ton ancrage, j'ai, je c'est le pense que Bénin. je dois apporter quelque chose. Maintenant, ça, c'est peut-être un peu utopique. Oui. Non, Si Ernest non. Hemingway dit la guerre est un conte de fées patriotique. Parce qu'aujourd'hui, le patriotisme, qu'est-ce qu'on en fait? Un jour, j'avais ce débat avec des membres de ma famille. Je leur ai dit, oui, vous avez été patriotique. Qu'est-ce que ça vous a À apporté? apporter. Rien du tout. On est dans un pays où on a décidé, par exemple, de bien rémunérer que les fonctions. Il n'y a aucune profession qui paye bien au Bénin. Aucune. Aucune. Vous demandez à un enfant béninois aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Il va dire, je vais être député, je vais être... On ne va pas à l'école pour ça. On ne va pas à l'école pour être ministre, pour être président. Oui, non. Ça, c'est des nominations, des postes. De façon ponctuelle. Ce Oui, sont des parenthèses dans la vie. oui, mais c'est pas Mais une profession, c'est non, pas ce que tu as appris à faire. non. On n'apprend pas à être député ni ministre quelque Et on part. ne peut pas pratiquer la vertu dans la misère. Donc, si vous mettez les gens à 600 000 francs et que quand ils sont nommés directeurs de cabinet de tel ministère, ils passent à 6 millions, je suis Fois désolé, 10. ils vont pas vouloir lâcher le poste. Même quand ils iront à la retraite, ils n'auront pas envie de lâcher le poste. Ouais. Donc, je pense qu'il faut... On Il a faut notre culture, revaloriser les on a métiers. notre Ouais. culture avec tout ce que ça comporte, le droit d'aînesse, par exemple, le fait que les Béninois, dans leur rapport à autrui, c'est toujours basé sur la méfiance, etc. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on change de façon très profonde dans notre philosophie sociale et que ça va peut-être faire que les gens auront tendance À revenir. à revenir ou à ne pas partir. Comme dit un de mes oncles, il faut apprendre, il faut aller apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. Parce que les gens nous ont vaincus sans avoir raison. Maintenant, une fois que tu as appris l'art, Il faut revenir l'appliquer. revenir appliquer ça ici. En tout cas, je te remercie beaucoup. On va conclure avec ton take-home message, le message pour partir. Quel est ton dernier message, ton mot de fin et peut-être revenir sur l'enseignement post-universitaire? C'est ça, Donc, c'est ça mon message de fin. Parce que je pense que là, on a beaucoup parlé à la population. On a aussi un peu, même si c'est pas ce pourquoi on était là, parler à nos gouvernants. J'espère qu'ils regardent. Mais maintenant, je vais m'adresser à mes collègues. D'une part, il faut qu'on fasse bien notre boulot et qu'on soit prêt à faire notre mea culpa par rapport à ce qui ne va pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vous êtes invités massivement, mais vraiment massivement au Grand Amphi Isba, le samedi 25 juillet prochain 2025. On démarrera déjà à 8 h. Donc,
soyez là à 7h30 pour qu'on vous installe. On va parler des hépatites virales. Ça sera organisé par la Société béninoise de l'hépatogastro-entérologie. Donc, il y aura plein de gens qui seront là pour répondre aux questions hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite D, hépatite E. Évidemment, on va mettre l'accent sur les 3 du milieu, B, C, D. Mais si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, sur les hépatites et même sur le domaine de l'hépatogastro-entérologie de façon générale, je Mhm. pense que nos devanciers, nos aînés, sont très ouverts. En tout cas, dans cette spé-là, on a la chance Franchement, oui. J'avoue, d'avoir... j'ai eu Docteur Posso aussi pour Araya, déjà par le passé, impeccable. Le prof aussi. Franchement, une spé au top, hein. Si c'était pas ma spé de cœur, mais si je devrais en faire une, elle serait dans mon top 3. C'est ça, Honnêtement, c'est franchement, ça. tout le monde est super sympathique et j'invite vraiment tous les collègues. Et on a dit, hein, c'est pas que les médecins, C'est- sages-femmes, kinés, infirmiers, aides-soignants, enfin, peu importe la profession de santé que Et vous même les exercez. étudiants En médecine, bien sûr, des des différents différents domaines. nutrition, Oui, kiné, tout ce qu'on a, assistante sociale aussi, on a à la fac, qu'est-ce qu'on a d'autre à la pharmacie. Tout le tout monde le monde. venait. Oui. Et puis, donc, c'est ça la cible hein, de cet enseignement-là. Ça va durer combien de temps? C'est Ça toute va la durer toute la matinée? matinée, on finira à 13h. On Ok, aura beaucoup de... Je crois qu'on devra avoir 3 ou 4 présentations prévues d'accord. sur le thème. C'est vrai qu'on va plus s'axer sur la prévention de la transmission du virus, le fait de la rupture de la chaîne de transmission. On va plus parler du virus de l'hépatite B et de Mhm. l'hépatite C. Mais comme j'ai dit, on sera là pour les questions. Ça sera C'est le vraiment 25 juillet, hein. 25 D'accord. juillet. D'accord, 25 ça juillet. marche. Donc, tout le monde est invité. Merci infiniment, vraiment merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour vous, en commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions, à partager, à liker également si vous avez apprécié, à nous faire également des suggestions sur la manière dont nous conduisons les épisodes. Qu'est-ce que vous aimeriez voir par la suite? Est-ce que vous voulez que le docteur Aboué revienne pour vous parler d'autres sujets d'hépatogastro-entérologie? Vraiment, allez-y, n'hésitez pas, nous vous remercions. À bientôt.